Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Elissa Régnier-Vigourou, la cofondatrice de la marque Nous. Hello Elissa, merci de venir à l'appart. Je t'en prie, merci de m'accueillir. Avec tes croissants et des pains au chocolat. Toujours bien équipé. J'ai commencé à dire ça au micro, comme ça les prochains invités sauront quel est le standing de la leçon. C'est ça, je mets la barre haute. Ensemble, on va parler d'un échec assez récent. Oui. Mais avant ça, j'aimerais que tu me reparles un peu de la genèse de ta marque Nous, parce que je trouve ça fantastique quand on voit ce que c'est aujourd'hui. Et petit fun fact, nous, on s'est croisés à l'époque lorsque tu travaillais encore au groupe Marie-Claire. C'est vrai. Et que moi, j'arrivais comme stagiaire chez Cosmo et je m'étais dit, waouh, c'est trop stylé. Oui, c'est vrai que c'est marrant. Le monde est petit. Alors en fait, nous, c'est une marque qu'on a lancée du coup il y a maintenant 8 ans. Ouais. En fait, on l'a lancée concrètement donc il y a 7 ans, mais ça fait depuis 8 ans qu'on travaille sur le projet. En fait, donc moi, pour la petite histoire, j'étais au groupe Marie-Claire. J'avais envie de faire autre chose, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc j'ai demandé au groupe Marie-Claire s'ils acceptaient de me donner une rupture conventionnelle pour que je puisse partir et me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc j'avais plusieurs projets en tête et c'était le lundi. Le samedi, ma meilleure amie croise Anaïs, qui est aujourd'hui mon associée, dans une soirée. Et Anaïs lui dit qu'elle travaille depuis plusieurs années sur le concept d'une marque de lingerie. Et Anaïs, elle a une formation art plastique art appliqué. Et donc à l'inverse de toi, donc exactement, complémentaire, quoi. beaucoup plus créa, ce qui moi me manque, et voilà, et qu'elle avait justement besoin d'un profil un peu différent du sien, un peu plus business, et que voilà, elle galérait toute seule. Wow. Et en fait, ma meilleure amie, je me rappelle, on a brunché donc le lendemain, et elle m'a dit, en fait, parce que j'avais également travaillé sur le concept d'une marque de lingerie, donc pour elle, mais c'est pas vrai. Ça a vraiment, mais complètement matché. Ouais. Elle m'a dit, mais en fait, j'ai rencontré ta future associée. J'adore. Donc, elle fait la matchmaker avec des mecs aussi ou pas? Parce que ça m'intéresse. Je sais pas, peut-être, je vais lui proposer. Voilà, et on s'est rencontrés avec Anaïs une semaine après, je crois, autour d'un café, et on s'est dit, allez, on s'associe. Un truc maintenant qui me semble fou. Ouais. Quand on sait à quel point c'est dur de trouver une associée qui matche avec sa personnalité. Nous, je pense que nous on est très avec Anaïs, on pense que c'est un peu le destin. Un peu, ouais, c'est fou. Ouais. En tout cas, t'as lancé un peu quelque chose dans l'univers qui t'a répondu. Voilà, c'est fou, ça. Hein. C'est exactement ça. Et j'ai fait de la place, en fait. Moi, je pense souvent qu'il faut faire de la place pour que les choses viennent. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et à partir de ce jour-là, j'ai mis un peu de temps à quitter le groupe Marie-Claire. Mais à partir de ce jour-là, j'ai travaillé sur le projet avec elle. Et on a lancé la marque en novembre, voilà. Ok. Donc c'était à peu près 10 mois après. Avec une première collection et un peu la boule au ventre. Exactement. Pour la petite histoire, Anaïs a été enceinte. Elle me l'a annoncé quand on s'est rencontrés. Je pense que je faisais partie des 3 personnes avec qui elle l'avait dit. Et le jour où on a lancé Nous, elle venait d'accoucher 1 mois avant. Non mais wow. Ouais, c'est vraiment les 2 bébés en même temps. Ouais, intense. Donc c'était une année intense, ouais. La vache. Moi après j'ai enchaîné pour mon premier enfant. Voilà, en même temps que la boîte, c'était des périodes en même temps éreintantes, en même temps c'est génial en fait de lancer ça et d'avoir l'impression que tout est possible. Mais de ouf. Et puis tu vois, c'est aussi cool de l'entendre et de se dire bien sûr que c'est possible, tu vois. Moi je le dis souvent, je pense que vraiment c'est possible, qu'il veut, et voilà, il suffit de travailler, d'y croire aussi. Et alors, du coup, au fil du temps, moi, je t'ai suivi sur les réseaux, donc c'est comme ça que j'ai gardé le lien avec Nous aussi, parce que mes copines étaient là, t'en penses quoi? Je la trouve trop cool, la twang. Et puis ça a commencé à grandir, et maintenant, c'est vraiment un incontournable du secteur lingerie, homeware. C'est un truc de dingue. T'as combien d'employés aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est 25 salariés. Oui, en fait, ce qui est fou, c'est que maintenant, on voit complètement la différence. On en parlait avec mon associé, c'est quand même drôle au départ quand je disais j'ai commenté une marque de lingerie qui s'appelle Nous, les gens disaient je connais pas, ou ils regardaient sur Insta. Et maintenant à 90%,
quand je rencontre quelqu'un et que je suis la cofondatrice de Nous, la personne me dit non mais c'est dingue, mais bien sûr je connais, genre où il nous arrive même, ça m'est arrivé avant-hier dans le train, d'avoir la fille qui lève son t-shirt pour me montrer son soutien-gorge. Tiens, Nous. C'est énorme. Voilà, donc tous les mecs tous les auditeurs de la leçon mec vont se dire putain, il y a peut-être un credo. Exactement. Donc voilà, donc c'était assez drôle, putain, mais donc oui, maintenant on sent que la marque est plus connue qu'avant. Après évidemment, je pense qu'on a il y a encore du chemin à faire. Il y a du chemin, on n'est pas connu de toute la France, c'est encore heureux et il reste des choses à accomplir, mais tu prends pas ta retraite demain quoi. Non, on va continuer un peu. Et alors nous ensemble aujourd'hui, on va parler de cette période particulière qu'est le Covid et justement de comment ça a bousculé en positif et puis en négatif aussi ton business. Raconte-moi ce confinement. Période de Covid. Bon en fait déjà comme tout le monde, ça a été très perturbant en mars 2020 quand on nous a annoncé qu'on confinait, on avait tous peur, un peu la boule au ventre. C'était horrible. Déjà, on a eu cette position assez compliquée de pas savoir si on continuait à expédier nos colis. Il y avait ce positionnement aussi qu'il était compliqué de prendre parce que nous on était en fait, déjà je vais revenir à la genèse pour que les gens comprennent en fait la structure de Nous et comment on l'a montée parce que c'est quand même important après dans comment on gère nous notre activité. En fait, il faut savoir que dans le marché de la lingerie française, il y a peu de marques qui sont indépendantes. Voilà. Les concurrentes qui ont pu l'être, je vais pas citer qui, je vais pas citer les groupes à qui elles appartiennent désormais, mais elles sont aujourd'hui quasiment toutes adossées à un plus gros groupe. Voilà. Nous, depuis le départ, on s'est lancé et comme je te disais en off, on n'a jamais fait de levée avec un fonds d'investissement. Alors par choix, voilà. Nous, ça a pas été notre façon de se développer. On a peut-être une façon de gérer un peu bonne mère de famille, on pourrait dire. Mais en fait, tout l'argent qu'on a encaissé, on l'a toujours mis dans développer des prods et ça a toujours marché. Donc en fait, on gagnait la première année, on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. On l'a réinvesti, on a fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. L'année suivante, on a réinvesti tout, on a fait 600 000 euros de chiffre d'affaires, 1 million 2 millions 2 et aujourd'hui 4 millions. Donc en fait ça a été fait, on a fait 2 petites levées de 100 000 euros qui nous ont été nécessaires, dont une plutôt pour l'ouverture de notre boutique rue du Temple. Pour tout le reste, on n'a pas de fonds ou de gros groupes qui nous offrent une sécurité. Donc ça c'est quand même important de le dire parce que ça change complètement ta façon de gérer une société. Ah mais de dingue. De dingue. Et je le vois par rapport à certains de mes amis qui ont levé, entrepreneurs, qui ont levé par exemple 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont beaucoup plus couillus. En fait, ils ont moins peur de tester. Et ce que je comprends, parce que quand on a le cash qui dort sur ton compte, tu peux tester les choses. T'es pas obligé de tout cramer, mais tu peux tester en tout cas faire un test d'affichage dans le métro, c'est ok. Nous, c'est pas ok du tout en fait. Pas du tout. Si ça nous rapporte pas en fait de l'argent. Alors Nathalie, tu vas devoir quitter les locaux puisque nous avons décidé de faire de la publicité dans le métro. C'est exactement ça. Bah oui. Donc en fait toutes nos décisions, elles sont faites sous ce prisme-là. Donc en fait quand le Covid est arrivé, pour revenir à ça, on s'est retrouvés, on a eu hyper peur en fait, hyper peur qu'on puisse pas qu'en fait les ventes s'arrêtent. On a quand même signé pour une boutique rue du Temple. J'ai signé le 6 février 2020. Donc c'est sûr que là on avait les clés d'un pas de porte qui nous a coûté extrêmement cher, qui est l'investissement historiquement qu'on a le plus gros qu'on a jamais réalisé, depuis le lancement de la marque. Avec un prêt, j'imagine. Avec un prêt énorme, parce qu'il y a pas que l'achat d'un pas de porte, évidemment il y a tous les faux frais. Et les frais d'agence et les frais d'avocat et je passe tous les travaux et les équipements parce que équiper une boutique de manière professionnelle ça coûte quand même très cher. Donc voilà, donc on avait un prêt énorme. Et donc du coup là on était totalement en panique. On s'est dit en fait autant peut-être c'est la dernière année de la marque. Donc voilà. Et puis, j'ai un souvenir de ce premier confinement. C'est fou, il y a des choses tellement
chelous qu'on a oubliés parce que je crois que le cerveau se dit oh non meuf tu vas pas tout garder, mais tu vois par exemple il y avait vraiment cette démarche de penser aux livreurs qui étaient sur le front. Exactement. Moi je me retenais de commander quoi que ce soit parce que justement je voulais pas mettre en danger d'autres personnes, et à la fois c'est terrible quand on est une marque et exactement ça. Et en fait on était prises en étau dans les deux des deux côtés, et on s'est dit mais en fait d'un côté il y a tous ces livreurs et on n'a pas envie de faire prendre des risques à des êtres humains, en fait c'est horrible, et de l'autre côté en fait on avait 20 à l'époque, donc en plus c'est l'année on est passé de 10 à 20. OK. On avait c'est un gros changement. Ouais, c'est un gros changement. Structure. Exactement, c'est l'année où on a tout structuré. Et donc on avait à l'époque 12 ou 13 salariés, et en fait on s'est dit mais c'est 12 ou 13 personnes qui vivent avec notre salaire. Donc en fait si on fait pas perdurer la société, on a cette responsabilité là aussi de leur virer un salaire tous les mois et de pouvoir le faire. Puis nous on est des filles honnêtes, donc on n'a pas fait ce que je sais que certains peu scrupuleux ont fait, c'est-à-dire mettre tout le monde au chômage et les faire bosser quand même. Ouais. On en connaît pas mal, hein. Ouais, enfin moi malheureusement dans le milieu de l'entrepreneuriat on en connaît même beaucoup. C'est quelque chose que nous on s'est pas du tout résolu à faire avec mon associé. Donc voilà, en fait on a décidé ce jour-là d'offrir la possibilité aux clientes de choisir si elles voulaient se faire livrer maintenant ou après. Okay, donc on a offert les deux options, et si elles choisissaient de se faire livrer après, c'était gratuit. La livraison était gratuite. Mais c'est des coûts de votre côté aussi. C'était des coûts de notre côté, mais on a décidé que c'était notre façon de prendre part, et de proposer ça. Il y a eu moitié-moitié. Vos stocks, vous louez un espace pour les placer ou pas? Parce que je me dis que pendant la pandémie, de proposer le délai de livraison, c'est aussi réfléchir à un coût pour les stocks, non? Ouais, alors en fait, nous, depuis la première collection, on a externalisé notre logistique à une petite société dans l'Aveyron. Ouais, cool. Ouais, en fait, c'est Henri qui dirige la société, était un ami à moi de prépa, et en fait, on travaille avec lui historiquement. Ils nous ont suivis quand on faisait 100 commandes par mois, et ils nous suivent quand on en fait 1000 ou 10 000, voilà. Okay. Et du coup, non, mais c'était aussi par rapport à eux. Donc on a appelé Henri et on lui a demandé en fait s'il avait mis en place des solutions sécuritaires pour que on n'y pense pas, pour que sa logistique puisse travailler. Et Henri nous a clairement dit en fait je peux pas me permettre d'arrêter de travailler. Donc si vous me demandez, moi en fait pour que la société puisse perdurer, voilà, moi j'ai mis en place un processus. Je crois qu'il avait mis une personne par salle. Comme de toutes les façons l'activité avait clairement drastiquement diminué, c'est comme ça qu'il s'était organisé en fait. Et alors toi, à l'inverse, l'activité, elle avait bien augmenté. Alors nous, en même temps, qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire? Exactement. Donc là, on s'est retrouvés face à quelque chose, enfin vraiment une situation auquel on s'attendait pas du tout. C'est qu'en fait les ventes ont explosé, mais explosé dans le sens où on s'est dit mais en plus ça venait en parallèle avec certaines livraisons qui n'ont pas pu se faire, ou certains stocks qui n'ont pas pu être produits, enfin voilà, parce que Covid, parce que usine à l'arrêt, donc on a pris quand même du retard un petit peu sur notre production, et en parallèle on vendait de manière très forte, et du coup on a commencé à se dire mais on va pas avoir assez de stock. Donc ça c'est quand même quelque chose quand t'es une petite structure qui est très difficile à gérer, c'est le stock en fait. Dans quelle mesure je produis plus? Moi je sais que c'est toujours un débat qu'on a eu avec mon investisseur qui me dit tout le temps mais produis plus. Et moi parce que tu vas vendre plus, et moi je lui dis tout le temps en fait on veut grandir à notre rythme. On veut pas produire trop. C'est clair. Parce que si on produit trop, en fait vient des logiques qui ne nous conviennent pas, de déstockage après, ou alors on a aussi cette question de si on produit énormément de stock, tu te mets en risque de devoir les solder plus, de devoir les Ouais, et puis toi t'as investi ton argent dedans, totalement. donc surtout dans des business comme les nôtres, on appelle ça le BFR négatif. En fait c'est négatif. Non mais c'est en fait ça veut dire c'est quand je te parle de ça, c'est une notion de trésor, c'est qu'en fait t'avances toute ta
ta trésor, putain. elle sort. En fait, t'as tout payé. Bon, sauf certains fournisseurs avec lesquels tu arrives bien négocier, tu peux à la limite payer avec un petit peu 30 jours ou 60 jours de retard, mais grosso modo, t'avances tout l'argent de ta collection et après tu la vends. Ok. Voilà. Waouh, ouais, donc il y a pas de truc de flux tendu. Bah malheureusement non, peu. Ouais. Même si on est une petite marque, on est réactive et puis voilà, c'est quelque chose en fait qui se jauge minimum 6 mois à l'avance. Ouais. Ok, d'accord. C'est compliqué le temps d'acheter ta matière chez le fournisseur. Même si souvent c'est des fournisseurs français voire européens. Ouais. Mais le temps qu'ils produisent la matière, le temps qu'ils te livrent la matière, le temps que tu livres la matière à l'usine. Bon, souvent c'est eux qui livrent directement la matière à l'usine. Le temps que l'usine produise chez le fournisseur. Exactement. Et puis, ouais. Oh la vache. T'en as pour 6 mois. Donc en fait, c'est toujours une sorte de pari. Voilà. Ok, d'accord. Donc là, c'était pari plutôt gagnant durant la pandémie, même si j'imagine que c'est aussi un peu la panique, parce que vous savez faire 100% de vente, mais pas 200%. Exactement. Il y a ça aussi. Et c'est exactement ça. Surtout donc c'est avec aussi une équipe nouvelle. C'est exactement ça. Cette année-là, le 2020, elle a été intense parce que c'est une année intense à 1000 niveaux. Hein. Moi, j'avais accouché de mes jumeaux en 2019. Mon associé a accouché de sa deuxième fille en 2020. Ouais. Donc c'était une année en plus de ça on est passé comme je te disais de 10 à 20 parce que comme on a eu besoin de structurer la société et on a vu que tous nos stocks partaient comme peau de chagrin en fait. OK, d'accord. En plus, tu veux pas décevoir les gens donc tu dis il faut que j'en fasse et tout. C'est exactement ça. Ouais. Il y a aussi quelque chose où les clientes sont un peu très vite énervées de pas avoir le stock disponible en fait. Ou les filles, mais je comprends. Enfin, moi, par exemple, Cézanne, moi, ça m'a frustré des années quand je voulais acheter au départ et que je voyais qu'il fallait être comme une malade et acheter dans la semaine. Sinon, tes stocks, t'avais plus rien, en fait. Ouais. Donc, typiquement, il y avait même certaines personnes qui nous disaient, mais en fait, vous faites semblant d'être out of stock, non? C'est une stratégie marketing, oui, tu sais, un peu pool pour dire à la Kylie Jenner là. Exactement. Ah, sorry, il y a plus rien. C'est ça. La prochaine fois sois plus rapide. Et en fait, pas du tout, c'est juste que nous on produisait nos stocks à notre vitesse et que le but, comme je te disais, c'était de pas se retrouver avec énormément de stocks sur les bras. Et alors justement, fast forward to cette année où toi tu gères tes stocks en fonction des super ventes durant la pandémie. Exactement. Et là l'échec intervient. Enfin, l'échec, si on peut l'appeler l'échec, mais oui, la leçon. En tout cas. Exactement. Oui, c'est-à-dire que donc faut savoir que depuis le lancement de la marque, comme j'expliquais, on a à peu près une croissance de 120%. Donc, ce qui est une très bonne, c'est une très bonne croissance. Alors, on avait totalement conscience qu'à un moment, ça allait s'arrêter. Moi, dans mes business plans, dans mes PNL, clairement, je prévoyais pas une croissance de 100% éternellement. Mais du coup, on est tout le temps partagé entre, comme je te disais, doubler donc notre production, mais en même temps, tu te dis quand est-ce que ce moment-là va arriver, le moment tu sais du ralentissement qui est normal en fait, du fait que tu passes plus de je te dis n'importe quoi, mais je donne des chiffres, de 500 pièces au modèle à 1000 pièces au modèle. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas avoir un peu trop de stock et couplé au moment du confinement et du déconfinement et de toutes les variations que ça implique, on s'est retrouvé avec un début d'année donc en 2021 très fort. Entre janvier et juillet, on a fait 200% de croissance. Énorme. Donc on a reproduit même ces choses qu'on fait rarement, mais on s'est dit mais on va être complètement à sec, qui est le moment de reproduire. Donc on s'est dit bon voilà, là on est vraiment sur un trend, on va atterrir à ça x x millions. Cette année on fait pas 100% de croissance, on en fait 200. OK. Et c'est là que le bas blesse, c'est que du coup on va produire c'est 200%. Surtout que tu dois réfléchir 6 mois à l'avance. Donc exactement. T'es pas dans le même état d'esprit, quoi. T'as tout compris, en fait. Du coup, on produit en... Je suis engagée quand chez nous? Avec plaisir. En janvier, tu t'engages déjà sur les quantités janvier-février. Nous, on fait des superbes soldes. On se dit bon, on voit que très rapidement, on peut même pas terminer les soldes tellement on n'a pas de stock. Donc, on produit. C'est là où on commence même à cartonner en mars. Donc, on se dit bon,
pour l'hiver, on va pouvoir y aller. Ouais. Et on va pouvoir rester sur ce trend, en fait, qui est le même depuis le confinement. Depuis début 2020. Et en fait, le mois de juillet arrive, on fait un très bon été. Et puis là, le mois d'août arrive. Nous, on a produit pour rester sur ce même trend, donc 200% de croissance. Ok. Et en fait, là, le marché s'écroule complètement en termes digital. Enfin, pour tout le marché digital. Et donc, je le sais parce qu'on en discute avec beaucoup d'amis entrepreneurs. Et donc là, pour la première fois de notre vie, on a produit énormément. Plus que d'habitude. Plus que d'habitude en termes d'accélération de croissance. Ouais. Et là, pour la première fois, on est en train de se rendre compte qu'on va non seulement pas faire nos chiffres, ça encore, c'est un point. En plus, ne serait-ce que ça implique quelque chose qui est pour nous très grave, c'est qu'en fait, on est une marque qui se veut éco-responsable. Au maximum, on n'est pas une marque green, mais en fait, dès qu'on peut avoir une action raisonnée, production raisonnée, on le fait. Et donc là, déjà, on voit le stock qui va poindre à la fin de la collection. Parce qu'on voit très bien, ça n'a pas besoin d'être Madame Irma pour voir que clair. Si en septembre et en octobre, tu peines à dépasser ton chiffre de l'année dernière, alors que tu as produit pour 200% de plus, tu te dis, oula, là c'est un peu la merde. Ouais, ça pue. Ouais, là ça pue. Et puis t'as un stock dans ces cas-là pour combien de mois? Pour une saison, donc 6 mois. 6 mois, ok. Voilà. Ok. Et là, pour la première fois, encore, nous, on a réussi à tenir nos chiffres. On va plus avoir une croissance d'au moins 100%. On va passer une croissance de 20%. Ce qui reste, qu'on s'entende. Non, mais évidemment. Ce qui reste dans ce marché très beau. Surtout dans ce marché où, dans les marques digitales, j'ai lu un article qui disait qu'on était sur du moins 30%. Voilà. Putain. Sur cette période-là, qu'on était vraiment ouais, sauf que toi, t'as quand même payé pour ton stock puisque tu le racontais, t'as pas d'investisseur vraiment très très important. T'as payé pour ça, t'as payé pour le stocker aussi. Exactement. Donc là, ça commence à être un peu flippant, quoi. C'est ça. Et pour la première fois depuis très longtemps, parce qu'évidemment, ça m'est arrivé très très souvent au départ d'avoir peur pour la société. Ouais. En me disant oui, comme je disais, on n'est pas adossé à un groupe. T'es humaine. Ouais, et puis puis demain là, on vend pas nos collections plaisent pas. En fait, on a toujours eu de la chance que nos collections ont plu toujours et qu'on a tout vendu. Mais en fait, il y a un moment dans notre histoire, une collection ne serait pas du tout vendue. En fait, on aurait pu se retrouver à fermer la société. Non, mais c'est ça. Et puis du coup, ça crée une sorte d'épée de Damoclès parce que chaque année ça marche. Exactement. Mais t'avais pas encore testé un petit peu aussi ce truc de là par contre ça fonctionne moins bien. Ouais, exactement. Ça c'est une énorme leçon parce que mais ça c'est d'ailleurs ce qu'on s'est dit en réunion avec mes équipes. On s'est dit mais nous du coup ça a toujours été facile les filles en fait. Ouais. On mettait des produits en vente, on savait les shooter, on savait faire des belles images. Enfin voilà, l'équipe de mon associé faisait des produits magnifiques. C'était facile en fait. On vendait tout. En fait, il y a un moment là va falloir réfléchir et là va falloir être maligne. Va falloir faire il va falloir trouver des solutions. Parce que là, je vais vous expliquer, on a payé pour 200% de stock, et on est en train de 200% de croissance de stock, et on est en train de faire plus 20%. Et donc, pour la première fois depuis 6 ans, j'ai eu peur pour la société. Et je me suis dit, donc là, en fait, c'est pas possible de considérer que la croissance est quelque chose d'acquis. Et je me dis, ça, c'était la grosse leçon. C'est que, on a toujours grandi à notre rythme, mais les variations, en fait, de croissance que peut subir une société, il faut les anticiper. Il faut les anticiper, il faut arrêter de diriger ta société comme si elle allait tout le temps cartonner. Il faut toujours inclure le potentiel échec dans ta façon de diriger, de prévoir la société. Donc ça implique de la trésor. Ouais. Ça implique une façon de produire. En fait, il vaut peut-être mieux être en rupture de stock et l'expliquer en fait à nos clientes. Et puis aussi en tant qu'entrepreneuse, ça te fait
peut-être aussi voir les choses de façon différente. C'est que au bout de 8 ans, on peut se dire ok, c'est bon, j'y suis, mais en fait, c'est vraiment une claque aussi de se dire que l'entrepreneuriat, c'est toujours une constante. C'est exactement ça. Ça, c'est aussi ce que ça m'a appris. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas parce que ta société, elle fait 4 millions que tu es rentable. Parce qu'on est rentable depuis un moment, déjà. Comme je te dis, on dirige notre société en bonne mère de famille. Donc, on crame pas l'argent qu'on n'a pas. Ouais. Et en fait, il faut toujours considérer que ta société peut avoir des aléas. Et c'est important de tout le temps se remettre en question. Même parfois, quand tu as l'impression que le succès est tellement fort qu'il peut jamais s'arrêter. C'est comme dans un couple, en fait. Oui, c'est vrai. Où tu as l'impression que tout est acquis. En fait, rien n'est jamais acquis. Et ça, c'est important de le réaliser. Même quand tu atteins un certain niveau où tu as l'impression que tu es un peu mis à l'abri. Ça, alors, des risques. On le disait en off avant, honnêtement, toi, t'en as pas vraiment besoin, mais quand même, ça apporte vraiment de l'humilité de se retrouver face à une situation comme ça dans bien sa sûr. réflexion d'entreprise. Bien sûr. Et puis, c'est là que tu te rends compte que tu peux être encore déstabilisé. Moi, j'avais l'impression d'être vraiment assez maintenant sûre de moi dans l'entrepreneuriat et voilà, je sais que l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Je l'ai vécu depuis 8 ans. Je le sais, j'ai l'habitude. Il y a un haut, il y a un bas. Il y a un bas, patiente, laisse passer la vague. Ouais. C'est souvent ce que je me dis d'ailleurs, ça va remonter. Ouais. Et ce qui est vrai, hein, même... Franchement, c'est vrai. Même en décembre, quand j'ai cru que, ou en novembre, enfin c'est vraiment dans ces moments-là, c'était surtout le mois de novembre où j'ai eu très peur. J'ai laissé passer la chose, j'ai laissé passer le stress, mais en fait je me suis rendu compte que je pouvais encore être paralysée par la peur, alors que je pensais que tout ça c'était derrière moi. Donc oui, ça m'a donné beaucoup d'humilité. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu penses que dans les mois et années à venir, tu le verras peut-être comme un cadeau mal emballé? Cette période de down. Ah oui, moi toujours. Moi, je pense toujours que les erreurs nous apprennent beaucoup. Et je pense qu'on en est là aujourd'hui aussi parce qu'on a beaucoup appris de nos erreurs. Donc, petites erreurs ou petits échecs qu'on a pu rencontrer tout au long de notre... Mais oui, clairement. Je préfère, en fait, quand mon investisseur me dira... Mais pourquoi tu fais pas x3 plutôt que faire x2? Alors, bonne question Thierry. Je vais lui dire, au lieu de lui répéter constamment, parce que c'est notre rythme et voilà, je lui dirais, en fait, maintenant, je préfère jouer à la sécurité et préserver ce que j'ai, préserver ce qu'on a réussi à construire avec mon associé. Donc, une marque pérenne, rentable, belle, qui a une belle communauté et grandir plus lentement, qu'importe, en fait, plutôt que prendre des risques et la mettre en danger. Ouais, en gros, garder la tête froide. Exactement. Aussi. Ça me fait penser à ce super épisode avec Alix Petit de Hemstone que j'ai fait il y a peut-être 2 ans de ça, qui, elle, avait eu... finalement, la finalité était à peu près la même, mais elle, c'était une autre réflexion. Elle s'était lancée énormément dans le wholesale, donc avec sur toutes les grandes enseignes, le printemps, les galeries Lafayette, etc., qui lui demandaient un rythme de croisière qui n'était pas du tout celui d'une petite entreprise. Ouais, j'avais écouté cet épisode. Et au final, vraiment l'idée de se dire non, on est bien comme on est avec notre communauté, notre rythme. Et on grandit à notre rythme. Et elle expliquait aussi que, en fait, c'était très prestigieux d'être dans ces enseignes-là, mais qu'en fait, elle avait eu du mal à atteindre la rentabilité parce qu'en fait, elles prennent des énormes commissions et que du coup, ça impliquait beaucoup de choses et qui te dénaturent. Ça, je suis totalement d'accord avec elle. Et ça, avec tes 200-300% qu'on te pousserait à faire avec un autre investisseur, ça pourrait aussi poser ces questions-là bien et donc sûr. Créer de la déception chez les clientes. Totalement. Oh, c'est plus pareil, nous, tu sais. Exactement. Et c'est vrai que derrière nous, il y a vraiment 25 filles et c'est comme je le disais, il y a pas de fonds d'investissement, il y a pas un du coup, c'est notre ADN en fait derrière mon associé, elle valide toujours chacune des créations qui sortent qui sortent chez nous. Moi, je valide encore chacune des communications. J'ai encore mon œil sur, par exemple, même les posts Instagram ou
où tous les choix qu'on va faire pour les shootings, c'est je veille bien. Ça, hein. Et en fait, c'est encore c'est notre ADN, et je pense que c'est ça que les filles viennent chercher. Donc, en fait, je pense que voilà, comme un mec qu'on a tendance à considérer un peu, on en a marre, on se dit c'est facile, il est là, on a envie de vibrer un petit peu plus, et c'est le jour où on se rend compte qu'il peut partir qu'on a envie d'en prendre soin. C'est clair. Et puis aussi de profiter de là où on est au lieu de toujours vouloir aller plus haut. Ça, c'est un grand truc aussi qu'on est beaucoup à voir. Moi, je me sens concernée par le toujours regarder vers là où je veux aller au lieu de profiter de là où je suis, quoi. Mais bien sûr. Et un jour, en fait, j'avais rencontré un entrepreneur qui m'avait posé une question. Et en fait, moi, maintenant, quand je coach, parce que je coach certaines femmes dans l'entrepreneuriat, cool. Quand je les vois, je leur repose cette même question, c'est où est-ce que tu as envie d'être? Où est-ce que tu as envie d'amener ta boîte? Et attention, il n'y a pas de réponse bonne ou mauvaise. En fait, c'est pas parce que tu es pas ambitieuse au niveau où t'as pas envie, par exemple, que ta société elle ait 14 boutiques ou qu'elle embauche 50 personnes. Voilà, c'est un profil de personnes qui dirigent ce genre de boîte. C'est un profil aussi d'expérience entrepreneuriale. Mais en fait, il y a des personnes qui vont avoir une société à taille plus humaine et elles vont y trouver plus d'équilibre, plus d'épanouissement personnel. Il y a moins de croissance, c'est quelque chose de plus stable. Mais en fait, elle va avoir 2 salariés, elle va réussir à se payer un très bon salaire et elle va faire ce qu'elle aime. Et en fait, c'est pas mal. C'est pas un mal. Ouais. Et c'est pas mieux que la personne qui va avoir levé 10 fois avec des fonds d'investissement, va avoir moins de capital, va se payer sûrement mieux, mais avoir beaucoup de stress. C'est clair. Et mettre finalement la société beaucoup plus en danger. Parce qu'elle crème beaucoup d'argent, versus la personne qui est un peu plus sécure. Ok, bon, ce qu'on retient, c'est que nous sommes toutes et tous des pères et mères de famille et qu'il faut réfléchir son taf de cette manière-là, en n'ayant pas les yeux plus gros que le ventre. Ouais. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Ouais, mais moi, j'aime bien ça. Ça me fait penser un peu à la famille italienne, je sais pas, ça me parle. Oui, c'est vrai. Mais c'est peut-être aussi une façon... Très souvent aussi, on m'a reproché dans nos projections de pas être assez agressive. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Et alors, j'aime pas du tout les stéréotypes, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu plus féminin d'avoir une version. Alors moi, je trouve plus réaliste. Ça m'est arrivé très souvent de faire des projections et qu'on les dépasse. Parce qu'en fait, nous, on préfère se baser sur pessimiste aussi, bien sûr, et les dépasser que moi, j'ai d'autres amis qui vont toujours prévoir plus. Et c'est que des boules de stress toute l'année. Et en fait, ils font toujours moins. Mais ah ouais. Et en fait, c'est une façon de voir les choses. Et du coup, voilà. Moi, je pense qu'il faut pas se complexer, en tout cas, parce qu'on a une façon de gérer sa boîte comme une bonne mère de famille. Par contre, je pense pas que ce soit la seule façon de le faire. Je pense qu'il y a des gens qui vont très vite, très fort, très haut. Et je pense que si Steve Jobs était une bonne mère de famille, voilà, Apple n'en serait pas là. Je vous invite à regarder les documentaires sur lui. C'était pas vraiment. Non, non, pas du tout. Ça avait pas l'air d'être quelqu'un pas de du très tout sympa. un saint. Non. Pas du tout. Mais bon, voilà. Et pourtant, son petit col roulé, vraiment, on aurait pensé le contraire. Ouais, c'est clair. Honnêtement, il payait pas de mine, non. Mais ça avait l'air d'être un requin. Ouais. Écoute, merci beaucoup pour cette leçon hyper intéressante sur l'entrepreneuriat. Merci de prendre le temps. Ouais, je pense qu'il y a vraiment une notion comme ça et de ne pas non plus se reposer sur ses lauriers comme avec un mec. C'est exactement le même truc. C'est très bien dit. Merci beaucoup, Elissa. Je t'en prie. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a intéressé. Moi, perso, je l'ai trouvé trop cool. Pendant le montage, je me suis posé la question, est-ce que vous alliez penser ou non qu'il est sponsorisé, puisque il s'agit d'Elissa, qui est la boss d'une marque. Eh bien, sachez que lorsque je ferai des épisodes sponsorisés, il va peut-être y en avoir sur la leçon, je le préciserai. Là, c'est pas le cas, c'est juste une marque que j'adore, une nana adorable et passionnante, et donc j'étais ravie de la recevoir. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à follower mon compte Instagram, Paulette_Grisoni, mon compte Twitter, podcast LL en majuscule, et mon compte Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.